À la une ce soir, le renvoi du procès d'Élie Domota. Le secrétaire général de l'UGTG est poursuivi pour violence en réunion. Quelques mouvements de protestation ont eu lieu en soutien au leader. L'affaire a été renvoyée au 6 juillet. Isabelle Hamou nous expliquera les raisons du report de l'audience. Et les rats sont rois et font quasiment la loi dans le quartier de Bellecour à Bemao. La municipalité vend debout contre les rongeurs. Outre le nettoyage de l'école, elle envisage une opération de dératisation. Le reportage d'ATV Guadeloupe dans un instant. Et que se passe-t-il à Sainte-Anne? Une rumeur accuse le maire de vouloir vendre un terrain situé non loin de la très fréquentée plage de Bois-Jolant. Qu'en est-il vraiment? Nouvel abus des réseaux sociaux ou réalité? Les explications d'Isabelle Hamou sont à venir. Et enfin, visite guidée dans les moulins du Nord. Pour clore sa manifestation Mai des Mémoires, la ville des Abîmes propose un voyage à travers l'histoire des moulins du nord de l'île. Des vestiges qui rendent témoignage du passé esclavagiste et colonial de la Guadeloupe. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis heureuse de vous retrouver. Il était difficile de circuler dans l'agglomération pointoise une bonne partie de la matinée. Et pour cause, plusieurs points de blocage avaient été érigés par l'UGTG en soutien à leur leader. Élie Domota, poursuivi pour violence en réunion, a comparu ce matin devant le tribunal de Pointe-à-Pitre. Le patron de BMW, Bruno Blandin, également président du MEDEF, l'accuse de l'avoir frappé en avril 2016 sur le site de la concession automobile lors d'un conflit social. Un procès très attendu qui a été finalement renvoyé au 6 juillet. Les explications d'Isabelle Hamou. Le procès n'aura pas duré bien longtemps aujourd'hui pour faute de dossier incomplet de la partie civile. On a posé à M. Domota, quand il était interrogé, un certain nombre de bonnes vidéos. Quand nous avons demandé le dossier pour aujourd'hui, le dossier a été transmis à notre sagacité sans ces bonnes vidéos qui indiqueraient un certain nombre d'éléments qui accuseraient M. Domota. Or, il est un principe de base qui est qu'on doit opposer à un détenu en garde à vue ce qu'on lui oppose lorsqu'on débat du fond du dossier. Le dossier étant incomplet, tronqué, il nous a paru légitime de demander le renvoi et d'estimer qu'il ne pourrait pas avoir d'audience possible tant que le dossier complet ne serait pas à disposition des avocats et de M. Domota, à savoir bien sûr les témoins variés, les bonnes. Après, les autorités de poursuite sont des bonnes qui seraient de nature à accuser. Il a exercé des violences physiques à un dirigeant de l'entreprise BCA à Jarry lors d'une mobilisation contre le licenciement dit abusif d'un des salariés syndiqués de la boîte. Des faits que réfute le prévenu, qui au passage dénonce l'inertie du ministère public lorsqu'il s'agit de plaintes émanant de syndicalistes. Nous réussissons à faire l'inspection du travail, faire des procès-verbaux contre l'ouverture nocturne de centre commercial là qui a Bemao là et surtout contre le licenciement à un certain nombre de délégués en nous à Casa BMW. Ces procès-verbaux là ça transmis au procureur. Ils ont auditionné nous. Jamais le procureur de Pointe-à-Pitre pas ouvert des poursuites. Et à chaque fois qu'un syndicaliste lève le petit doigt, eh bien, il va convoquer. Et c'est ça, l'avocat en nous qui a fait remarquer le fait qu'il y a un monde foncé en travailleur affilié à la CGTG, eh bien, il n'est pas poursuivi. Il a simplement convoqué devant le délégué du procureur. Et nous avons bien rendu compte qu'on met trop de TKD, selon que vous soyez blanc ou noir, les jugements de cour, enfin riche ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc et noir. Donc nous avons un système qui est particulièrement raciste et discriminatoire. Et c'est le même système-là ça, qui menait à la barbarie en mai 67 et au massacre guadeloupéen en la pointe. Quand il a convoqué moi devant le tribunal, ça n'est pas anodin. Il s'agit d'attaquer syndicat, premier syndicat Guadeloupe, mais surtout syndicat qui est dans la contestation sociale. Syndicat qui a refusé, c'est quoi crier le dialogue social institutionnalisé. Syndicat qui a dénoncé l'État, qui a dénoncé les élus, qui a dénoncé les dérives patronales. Et c'est pour ça qu'il faut chercher à criminaliser, à diaboliser l'action syndicale. Des organisations syndicales de Martinique, Guyane, Brésil, d'Europe et d'Afrique sont venues en masse devant le tribunal de Pointe-à-Pitre aujourd'hui, en solidarité à celle d'ici. Il faudra s'attendre à une même mobilisation le 6 juillet. Et au même moment, des échauffourées éclataient entre les forces de police et les salariés grévistes de Route de Guadeloupe, non loin du syndicat mixte situé à Jarry-Bemao, selon la direction de Route de Guadeloupe. L'incident a été provoqué par l'intrusion d'une centaine de manifestants, tous étrangers à la société, refusant de quitter les lieux après avoir vandalisé les bureaux. Ils ont été dispersés par les forces de police après des échanges de tirs de bouteilles pour les manifestants et de bombes lacrymogènes pour les forces de l'ordre. Concernant le conflit, les négociations sont toujours au point mort ce soir. La région Guadeloupe dénonce le bien fondé juridique de certaines revendications et devrait convoquer le conseil d'administration de Route de Guadeloupe pour statuer sur cette situation.
Et dans le quartier, la municipalité a décidé de fermer l'école primaire Coramayeko pour attaquer et détruire les rongeurs. Reportage Moïse Dexter et les commentaires de Jacques Canval. À Bellecour-Bémao, les rats sont au paradis, prolifèrent, réveillent des peurs ancestrales qui elles-mêmes ont entraîné un grand remue-ménage à l'école Coramayeko. Concernant l'école Coramayeko où nous nous trouvons actuellement, nous avons eu un appel de l'élu référent pour nous signaler une présence d'un rat mort dans le préau de l'école. C'était lundi soir. Donc dès le matin du mardi, nous avons dépêché une société pour faire ramasser le cadavre de rat et pratiquer une désinfection comme c'est réglementaire des lieux. Par la suite, je crois que le corps enseignant a fait appel à l'inspection académique et donc le responsable d'hygiène qui a préconisé une fermeture d'école aujourd'hui pour poursuivre la désinfection des locaux, ce qui a été fait aujourd'hui. Et je crois que les dames ici présentes s'en sont occupées, plus mes agents. Devant la prolifération de ces rongeurs qui peuvent transmettre la leptospirose, une pathologie létale et provoquer de sérieux dégâts matériels, la municipalité n'a pas hésité à mettre les grands moyens. Toutes les petites vacances, nous faisons une campagne de dératisation dans les écoles. Donc il y a sûrement eu un rat qui, par rapport à ces dératisations, a dû se retrouver dans l'école. Et donc, comme on fait d'habitude, on procède à l'enlèvement par une société privée et au nettoyage des lieux, comme c'est préconisé. Plus de peur que de mal, après ce grand toilettage et une opération de dératisation prévue le 5 juin prochain, les choses devraient rentrer dans l'ordre, à moins qu'un autre rongeur, mort ou vif, ne vienne jouer les rabat-joie. Et la loi de transition énergétique impose à la Guadeloupe l'autonomie énergétique d'ici 2030. Notre archipel est-il prêt? L'Agence française de développement a dépêché un expert en énergie pour organiser l'accompagnement des acteurs vers cette transition. Il s'agit pour l'AFD d'ajuster ses possibilités d'intervention sous forme de financement ou encore de partenariat. Christian de Gromard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes l'expert énergie diligenté par l'Agence française de développement. Après avoir rencontré les différents acteurs à mi-chemin, nous sommes d'accord, où se situe la Guadeloupe en termes de transition énergétique? Est-ce que les retards sont colossaux ou est-ce qu'elle est plutôt dans une bonne moyenne? La Guadeloupe vient d'adopter une PPE, c'est-à-dire une programmation pluriannuelle pour l'énergie pour les prochaines années, donc qui est tout à fait intéressante, qui propose à la fois des objectifs assez concrets. Ça a été donc programmé à la fois par la région et par l'État, et donc ça démarre maintenant. Donc l'objectif de la mission, c'est de mieux comprendre exactement quels sont les projets, quels sont les objectifs à court terme, d'ici 2020, 2023, et de voir comment l'AFD peut accélérer et appuyer en particulier le financement de cette transition énergétique. Là, on n'est pas encore au bilan. Vous êtes à mi-chemin sur ce parcours, mais vous êtes un expert en énergie. Quel regard que vous avez d'ores et déjà sur ce qui vous a déjà été présenté? Moi, j'ai l'impression qu'on peut aller plus vite. Et c'est un des mandats et un des objectifs de l'AFD, c'est de faire en sorte qu'on puisse accélérer la transition énergétique. L'objectif de 2030, me semble-t-il, peut être atteint peut-être plus vite, ou en tout cas, on peut mieux voir ce que l'on peut faire. Il est réaliste? Il est réaliste, oui, il est réaliste, il est ambitieux, mais il est réaliste, et en particulier parce que la Guadeloupe possède beaucoup de ressources énergétiques, du soleil, du vent, de la géothermie et de la biomasse, beaucoup de biomasse. Ça semble assez invraisemblable qu'elle dépende autant encore des énergies fossiles. Alors ça, c'est clair que c'est... Pourquoi il y a encore 90% d'énergie fossile, du charbon, du pétrole, du gazole? Ça, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, en particulier, les prix du solaire, par exemple les prix de l'éolien, et voire les possibilités de la biomasse font que c'est aujourd'hui rentable. Donc ça devrait aller plus vite. Et c'est vraiment pour ça qu'on est là. Après, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a l'État, avec des organismes de ministères, la commission de régulation, des grands organismes comme l'EDF, l'ADEME. Il y a la région qui est active également et qui est maintenant habilitée pour accélérer cette transition. Et puis il y a les communes, les groupements de communes. Donc il y a beaucoup de parties et c'est peut-être ça. Mais si la Guadeloupe le veut, il me semble qu'elle pourrait
vouloir un peu plus, disons, là-dessus. Avez-vous déjà décelé quelques freins, justement, à cette transition énergétique? Actuellement, j'ai l'impression qu'il y a une sous-estimation sur le solaire photovoltaïque. Le solaire photovoltaïque, depuis 3 ans, est devenu très bon marché. C'est certainement Donc, à chaque fois que vous produisez du kilowattheure à partir du soleil, vous économisez et la France économise des fonds, quoi. En gros, la Guadeloupe produit entre 20 et 30 centimes d'euros le kilowattheure, alors que le solaire, c'est entre 5 et 15. Et si on devait établir une comparaison avec d'autres départements français? Je dirais que toutes les îles, les territoires insulaires ont cet objectif, et nous, on a vraiment l'impression que dans les 5 ans à venir, ça devrait aller beaucoup plus vite. Et notre objectif, c'est vraiment de financer ces projets le plus rapidement possible. Alors, de nombreuses sociétés qui émettent des éléments polluants envisagent de se mettre au vert. Je pense à la société Albioma qui devrait passer de la combustion charbon à celle du bois d'ici 2019-2020, c'est bientôt. Comment vous pouvez accompagner ces sociétés justement à transitionner? On les accompagne d'abord dans les différents territoires, aussi bien c'est un vaste programme à La Réunion et même dans des États étrangers comme Maurice. Actuellement, il faut bien comprendre que ce n'est pas une pollution, ce n'est pas une pollution locale. Les installations actuelles sont aux meilleures normes européennes, donc elles ne polluent pas localement. Mais quand vous brûlez du charbon, vous émettez du CO2 qui n'est pas bon pour le climat. Et la Nouvelle-Calédonie, qui est aussi pas très bonne sur le plan du climat, mais la Guadeloupe émet beaucoup de CO2 par habitant. Vous avez, par exemple, quand vous produisez de l'électricité, chaque kilowattheure émet presque 1 kilo de CO2. C'est beaucoup et c'est trop. Mais par contre, donc l'idée, c'est bien de remplacer ce bois par de la biomasse qui peut être locale, et si jamais il y a besoin d'un complément, d'importer ce bois, ce qui se fait déjà en Europe. Actuellement, en Allemagne, en France, on importe du bois pour pouvoir mettre dans nos chaudières, en particulier les chaudières, tous les réseaux de chaleur. Donc pour la Guadeloupe, c'est une opportunité, et clairement, nous, on souhaite étudier ce type de projet et, si possible, accompagner leur financement. Les élus ont un temps souhaité faire de Marie-Galante un exemple en termes de développement durable et d'énergie propre. Un archipel comme la Guadeloupe a-t-il les moyens d'aller réellement vers l'indépendance énergétique? Dans les 15 ans à venir, sans aucun problème. Après, c'est le rythme le rythme auquel vous allez passer à cette indépendance complète. Mais par exemple, Marie-Galante est un bon exemple et c'est un projet tout à fait intéressant. On est passé à Marie-Galante, on étudie, on va étudier de très près ce projet, et on pense que à la fois on peut travailler sur la production d'énergie locale avec le soleil, le vent, la biomasse, comme on l'a dit. Vous avez la Guadeloupe a un très gros intérêt, comme tous ces pays des Caraïbes et aussi par exemple le Brésil. Il y a un potentiel autour de la canne. La canne, c'est un produit fantastique à la fois pour produire du sucre, du rhum, mais aussi pour produire de l'énergie, et vous pouvez en faire beaucoup plus. En faisant travailler la canne, vous pouvez produire plus d'énergie et donner plus de travail, en particulier dans les zones rurales. Donc ça, c'est un atout. Et ce mixage, on pense pouvoir, de notre point de vue, ça peut donner lieu à des projets dans les 5 ans à venir. Christian de Gromard, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Restez avec moi sur le plateau. On va regarder tout de suite un reportage direction Sainte-Anne, où une rumeur accuse le maire de vouloir vendre un terrain situé non loin d'une plage très fréquentée en Guadeloupe qui s'appelle Bois-Jolant. Vérité, intox ou pas? L'éclairage tout de suite d'Isabelle Amou. C'est cette parcelle de terrain située en face de l'EHPAD qui, selon la rumeur, circulant sur les réseaux sociaux, serait mise en vente par la ville. Des bruits jugés calomnieux que condamne Christian Baptiste. La vente de terrain communal ne peut se faire en catimini. Selon le Code général des collectivités territoriales, dans ses articles L 2241.1 et R 2241.2, ce sont des ventes qui sont soumises à des enquêtes, à des avis et à une délibération du conseil municipal. Donc en aucune façon, une vente de terrain communal ne peut se faire en catimini ou en bafeille. C'est pour nuire à la municipalité et à Christian Baptiste et au maire Christian Baptiste. C'est simplement le but de la manœuvre. Mais vous comprenez très bien
que nous sommes dans une démarche de redressement de notre ville et que par conséquent, l'équipe que je dirige, la majorité municipale, justement, nous sommes en train de mettre de l'ordre. Là où justement vous aviez des choses qui étaient cachées ou justement baffées. Ici, à Bois-Jolant, 70% des terrains appartiennent à la municipalité et certains d'entre eux seront classés en zone naturelle protégée. Toute cette partie de terrain de notre plan local d'urbanisme et surtout de notre PADD, le plan d'aménagement de développement durable, c'est-à-dire lorsqu'on rentre à Bois-Jolant, toute la partie qui se situe entre la route et la mer, ce sont des terrains qui seront en zone naturelle protégée. Ça veut dire qu'on fera des aménagements qui seront sommaires, mais en aucune façon, ce sont des terrains qui ne pourront être comme ça bradés. La rumeur qui court à Sainte-Anne est loin d'être un cas isolé, preuve que les réseaux sociaux ne sont pas toujours utilisés à bon escient. Et reste avec nous sur ATV Guadeloupe dans un instant. Le débat autour de l'important lifting de la plage de Roseau à Capesterre-Belle-Eau. Et puis coup de projecteur sur la 7e édition de l'Open de golf de Saint-François. À Capesterre-Belle-Eau, en pleine plage électorale, Joël Beaugendre a trouvé la pierre philosophale pour du bonheur. À Roseau, là où le sable volcanique régnait en maître absolu, le maire y a introduit du sable blanc. Du coup, les touristes et les locaux affluent. Si dans l'ensemble, la majorité semble satisfaite, un débat s'est quand même instauré entre sable blanc et sable noir. Réaction, Moïse Exter. C'est très épatant, la plage a une belle clarté. Bon, mais on vit dans un pays, c'est très diversifié. On veut du sable noir, on ira à Gontance. J'apprécie bien le sable noir, mais j'aime aussi le sable blanc. La question, c'est que est-ce qu'elle va rester comme ça? Est-ce qu'elle ne va pas se salir et perdre sa valeur? Je trouve que ça fait très joli, très bien. Ils ont eu raison de faire ça. Si ça peut apporter une plus-value à la plage, je trouve que c'est bien, ça peut être bon. Je ne suis pas raciste, mais je préfère le sable noir. Parce que partout sur Grand-Est, le sable est blanc. Alors là, on a dû laisser notre sable noir. Quand c'était le sable noir, c'était moins attirant. Oui, c'est une bonne chose. Que le maire a arrangé, ça me fait plaisir de voir Capesterre à une plage convenable. Au lieu d'aller sous la Gondère, il faut rester à Capesterre. Non, ça ne nous dit rien, quel que soit le sable, c'est du sable. Mais ça illumine, ça fait bien, ça fait brillant, bien même. On a dû aménager, mais laisser à couleur comme l'été. Ça ne tiendra pas longtemps avec les pluies et tout ce qu'on a, les intempéries, mais c'est très épatant. Je trouve que c'est très joli. On est content, mais là, on est bien, nous, après, c'est un petit touriste, puis on a un petit baignade. Alors, on est bien content, il y a tiré nous plus qu'il longtemps. Surtout les mercredis, les samedis, les dimanches, on a un baigné là, parce qu'il y a tiré. C'est là, pas lourd. Il n'est pas fort, il n'est pas même bien qu'il s'y l'organise. Il a mis du sable blanc pour que ça soit plus joli, quoi. Mais pour moi, le sable noir, c'est notre sable à nous, on est habitué avec. Et ça fait plus joli dans la mer, le sable blanc. Parce que les vagues ont tendance à ramener un peu dans les bassins et on voit où on met les pieds. Content de voir que la plage de Roseau a été aménagée, s'améliore. Le sable blanc est très bien, ça éclaircit la plage, ça amène de la propreté. Disons que pour moi, ça ne change pas. C'est l'essentiel, c'est qu'on puisse se venir et avoir un endroit agréable à venir et puis en famille. Je pense qu'il n'y a pas une question de couleur. Personnellement, j'aime moins. Je ne sais pas, peut-être c'est un avis personnel. Après, il y a des gens peut-être qui aiment plus le sable noir que le sable blanc. C'était du sable volcanique, mais le sable volcanique c'est très bien, c'est très propre aussi. Mais l'impression pour un touriste, pour quelqu'un qui n'est pas du pays, est un petit peu différente. Donc c'est une question d'habitude certainement, mais c'est quand même mieux. Et la nature reprendra-t-elle ses droits un jour? Si tel devait être le cas, elle engloutira certainement les investissements consentis pour ce grand toilettage. Et c'est demain que débutera la 7e édition de l'Open de Saint-François. Des joueurs européens de haut niveau sont attendus, mais également les performances d'une dizaine de golfeurs guadeloupéens et professionnels et également amateurs. Linda Kayarsi. Pas facile sur ce green de différencier amateurs et professionnels. Pour la compétition Pro-Am de la 7e édition de l'Open de Saint-François, l'esprit d'équipe est le maître mot. Jusqu'ici, on a fait quoi? On a fait 4 trous, super. Super, il fait beau, joue avec des super partenaires. Kenya
La jeune fille qui joue très bien. Jean-Claude qui est d'ici, donc qui peut bien m'aiguiller sur les choix. Et Joël que je connais de nom, bien sûr, comme tout le monde. Donc toujours super sympa de partager des parties comme ça. On a commencé un peu à papoter, super intéressant pour moi. Pour le parrain de l'Open, légende vivante du handball, cette compétition est vecteur de valeurs sportives et humaines. Le meilleur gagne, et que moi m'améliorer déjà sur le parcours, mais je crois que quand on fait un parcours de 18 trous avec mes camarades élèves, aujourd'hui je pense que je vais les connaître un peu mieux et ça nous fait un bon parcours humain déjà. Il y a des adversaires beaucoup plus compliqués, le vent, les oiseaux qui passent de temps en temps et puis les maisons au beau milieu du truc là, qu'est-ce que ça fait au milieu et tous ces paramètres là sont compliqués. Et puis l'eau, quoi. Je me dis mais ma balle je veux jamais la mettre dans l'eau, donc c'est du stress supplémentaire mais sans adversaire direct, donc ça me change un peu de mon parcours professionnel sur les terrains de hand. Pour d'autres, comme Kenya, jeune golfeuse prometteuse, c'est l'occasion d'obtenir de précieux conseils pour améliorer son jeu. Oui, exact. Enfin, on regarde le swing, c'est un très beau swing, très technique. Puis on essaye de voir les différents types de coups qu'ils font parce que c'est des coups qu'on ne fait pas tout le temps, qu'on n'ose pas faire. Comme ils osent le faire, il faut prendre exemple en fait. J'espère qu'on sera sur le podium et après par la suite que ça me serve pour mon jeu, pour la suite, pour l'expérience. Cette année, près d'une centaine de joueurs de golf amateurs ont joué aux côtés de professionnels. Et maintenant, partons sur les traces des Moulins du Nord. C'est ce que proposait aujourd'hui la ville des Abîmes. Une excursion unique pour clore leur manifestation Mai des Mémoires. Linda Kayarsi était également à bord. On regarde. Ce matin, ils avaient rendez-vous avec l'histoire, plus particulièrement avec l'un des 27 moulins que compte la commune de Port-Louis. Alors nous sommes sur le territoire de Port-Louis et plus précisément sur l'habitation Beutier. Ce moulin, une de ses particularités pour qui pénètre à l'intérieur, c'est on voit pas le ciel, on voit pas le plafond est tout bas. Et à l'intérieur, c'est une citerne qui alimentait les bâtiments à côté, les bâtiments annexes. Sur cette habitation, bon nombre de randonnées sont organisées avec un objectif conserver et transmettre un héritage vieux de plusieurs siècles. Sur ce moulin, nous avons donc le nom de toutes les personnes qui ont été esclaves ici, notamment l'un des miens qui s'appelait Blaise Collin à l'époque. Et donc j'ai voulu donc leur montrer avec donc cette manifestation ici, j'ai voulu leur montrer exactement ce qu'on pouvait faire en matière donc d'association du patrimoine matériel et du patrimoine immatériel. Aujourd'hui, dans cette quête de l'histoire, associations, collectivités, communautés d'agglomération ont un rôle à jouer. Le volet mémoriel, c'est un volet de la culture aux Abîmes, il n'y a pas que cela. Mais au mois de mai, nous mettons en avant tout ce qui est mémoire. Et hier, nous avons commencé un séminaire qui était sur 2 jours. Le thème de notre séminaire d'hier, c'était commémorer l'abolition de l'esclavage et rendre hommage aux aïeux. Cette visite en terre port-louisienne vient clore le Mai des Mémoires de la ville des Abîmes. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au collège Susan Joly de Anse-Poulain à Vieux-Habitants de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe. L'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.